Et voilà. Alors, bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Alors, aujourd'hui, le 19 mars, c'est notre dernière communauté de partage sur l'initiation à l'intelligence artificielle et comprendre son impact et ses possibilités avec Guylaine Vinette. Alors, je veux vraiment là, souhaiter la bienvenue à Guylaine qui va prendre la parole dans quelques secondes. Alors aujourd'hui, on va aborder ce thème qui est un thème très chaud, hein, qui est un dossier là, que tout le monde travaille très, très fort à comprendre. Alors aujourd'hui, Guylaine va venir nous aider là, à clarifier certaines choses. Alors avant de commencer, je vais juste faire la reconnaissance du territoire. Bonjour Linda, ça va bien? Bonjour. Oui, ça Excellent, va. bienvenue. Bienvenue dans la communauté de partage. Ça fait longtemps que j'ai pas réussi à venir. Là, je suis contente. Oui, on est content de te voir. C'est super. Alors, c'est un dossier chaud, hein? Alors, on est ici là, pour en apprendre plus sur l'intelligence artificielle, hein? Ça va être intéressant. Alors, avant de commencer, on va faire la reconnaissance du territoire. Alors, je tiens d'abord à reconnaître les peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, je souhaite prendre un moment pour souligner l'importance du territoire que nous considérons tous comme notre patrie. Les terres sur lesquelles je suis aujourd'hui font partie du territoire traditionnel non cédé des Algonquins Anishinaabe. Alors, comme j'ai dit tantôt, je veux remercier Guylaine Vinette d'Alpha Plus qui a si gentiment là, euh, décidé de venir nous aider là, pour ce thème très important. Alors, elle est conseillère en développement organisationnel puis éducation en technologie pour l'animation de cette dernière communauté de partage, comme j'ai mentionné tantôt. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Guylaine pour qu'elle puisse justement nous expliquer tout ça. Alors, je veux juste mentionner, là, Guylaine, j'adore ton nom. C'est tellement un beau nom. Alors, je suis certaine qu'elle va faire un beau travail là, de nous présenter ça. Je pense que Ah, tu es, en conflit d'intérêts là-dessus. oui, Elle est peut-être. biaisée. Oui, c'est ça. Alors, Guylaine, je te cède la parole. Alors, si tu veux, tu Ok, peux je partage faire ton mon partage. écran et je vais juste m'installer, si vous me permettez, pour m'assurer que ça fonctionne de la meilleure façon possible de mon côté. Oui, pas de problème. Prends ton temps. Euh, je veux juste... excusez, je vais reculer d'une étape parce que je veux avoir accès à mes onglets. Voilà, ça fonctionne. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous tous aujourd'hui. Je reconnais à peu près tout le monde. Donc, c'est toujours plaisant de venir présenter dans la communauté de partage parce que c'est mon monde. C'est le monde que je connais. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. La présentation d'aujourd'hui, elle s'inscrit dans deux parties. Aujourd'hui, je vais vous donner de l'information, beaucoup d'informations, j'en ai peut-être trop. J'espère que ça ne va pas trop vous bombarder, mais c'est une première partie, puis une deuxième partie qui va venir au forum de la COFA où on va se mettre les mains dedans, où on va euh, essayer des choses, puis on va discuter ensemble, puis réfléchir à comment on utilise ça, puis c'est quoi les impacts collectivement, là, on va faire ça ensemble. Donc, aujourd'hui, ça va être un petit peu plus moi qui parle, mais vous êtes les bienvenus de me poser des questions, de m'arrêter. Ça ne me dérange pas de dévier un petit peu pendant un moment pour discuter ou expliquer des choses. Donc, soyez bien à l'aise. Donc, au menu aujourd'hui, on va discuter de c'est quoi l'intelligence artificielle, pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi on en entend tellement parler. Euh, c'est quoi les enjeux, les défis, les risques qui viennent avec l'intelligence artificielle? On va passer un bout de temps là-dessus. On va aussi regarder aux opportunités que l'IA nous offre. Puis on va aussi regarder à quelques outils que vous pourrez essayer. On ne va pas avoir le temps aujourd'hui de les essayer virtuellement, mais je vous ferai des suggestions puis je vous donnerai des pistes là, pour les essayer entre-temps d'ici le forum.
Donc, pour commencer, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Donc, vraiment simplement, c'est un système qui est conçu pour simuler les facultés cognitives de l'intelligence humaine. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est que cette machine-là va va poser des actions qui ressemblent à ce que l'intelligence humaine ferait. Donc, on va regarder des exemples. Avant que j'ai caché mes exemples, peut-être que si vous pourriez, on pourrait utiliser je vais juste m'assurer que j'ai le clavardage. Donc, on va utiliser le clavardage pour cette fois-ci. Si vous pouvez peut-être juste penser à ce que vous faites dans le quotidien, que vous pensez que peut-être c'est de l'intelligence artificielle. D'après la définition qu'on vient de voir, tu sais, c'est une machine qui simule les facultés intellectuelles humaines, des choses sur votre téléphone que vous faites, des choses que vous faites en ligne, où est-ce que vous pensez que vous interagissez avec de l'intelligence artificielle? Et il y en a beaucoup. On le fait depuis plusieurs années. On parle récemment de l'intelligence artificielle, mais ça fait longtemps que l'intelligence artificielle est là. Est-ce que vous avez des idées? Vous pouvez les mettre dans le clavardage. Vous pouvez aussi les dire si c'est plus... Non? Il n'y a pas de main levée? Toujours pas? OK. C'est correct. On va se réchauffer. On a quelqu'un Donc, qui a dit la quelque main levée. chose, là. Ouais, ouais. OK. Attendez, je ne vois pas les participants. Si tu regardes dans le chat, on a quelques exemples, là. Chabot, OK, OK, je ne les voyais pas. faire OK. de la recherche, Uh-huh. traduire des mots. Oui, les chatbots. Oui, oui, excellent. Oui. Musique, vidéo, oui. Oui, absolument. Oui. Correcteur de texte, oui, ça en est un exemple. Jaser avec un vendeur de produits, oui, c'est souvent un petit robot qui fait ça au départ, en tout cas, avant on nous envoie vers un technicien plus précis, là. Oui, effectivement, c'est l'intelligence artificielle. Excellent. Donc, je vous montre le petit tableau que j'ai, c'est vraiment pas exhaustif, mais la cartographie en ligne, quand on utilise les cartes de Google ou quand on utilise Waze, c'est de l'intelligence artificielle. Les assistants virtuels comme Siri sur les téléphones ou Alexa, ce genre de choses-là où on donne des commandes vocales, c'est de l'intelligence artificielle. Dans les médias sociaux, les suggestions qu'on nous fait, c'est un algorithme qui nous donne des suggestions, mais ça, c'est de l'intelligence artificielle. C'est des données qui sont ramassées pour nous donner de l'information qui est personnalisée. Même chose avec la publicité, quand on navigue le web, souvent on va utiliser Google, mais si on cherche quelque chose, un produit dont on veut avoir, sur lequel on veut avoir de l'information, tout d'un coup, on voit les publicités sur ce genre de produit-là apparaître. Encore là, c'est un algorithme qui fait ça. Évidemment, les voitures intelligentes, on ne les voit pas encore, mais ça s'en vient. Les recommandations, comme je pense que c'est Joanne qui disait, les recommandations de musique, si on est sur une application de musique ou sur une application vidéo comme Netflix, les recommandations qu'on nous donne, c'est encore là de l'intelligence artificielle. Les thermostats intelligents qui prennent des données puis qui essaient de décider quand c'est bon de monter ou de descendre la température, la prédiction de texte sur nos téléphones. Et puis aussi dans certains logiciels, il y a la prédiction de texte, donc c'est de l'intelligence artificielle. La reconnaissance faciale, on la constate pas, on se rend pas compte quand est-ce on nous regarde le visage, là, mais sur vos téléphones, ceux qui ont des téléphones peut-être plus récents, les téléphones intelligents, on peut maintenant l'utiliser pour déverrouiller le téléphone. Donc, c'est l'intelligence artificielle. Et évidemment, comme Jacqueline l'a dit, la traduction automatisée, c'en est un autre exemple. Donc, là, je parlais de l'intelligence artificielle en général, mais sûrement que vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle générative. L'intelligence artificielle générative, c'est quand l'outil permet de créer du nouveau contenu.
Donc, ça va au-delà de juste prendre des données, de les analyser, puis de donner un résultat. C'est vraiment des outils comme ChatGPT qui permettent de poser des questions et là, il crée du texte. C'est créé et vraiment, c'est comme la faculté d'un cerveau humain. C'est du nouveau contenu. C'est fait au moyen d'un algorithme, encore là, d'un logiciel, d'un programme. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une grande, grande quantité de données pour que ça puisse produire ce résultat-là à la fin. Le genre de contenu que ce type d'intelligence artificielle-là crée, ça peut être des fichiers textuels. Ça, peut-être que vous avez essayé ChatGPT, donc ça, c'en est un exemple. On peut aussi créer du contenu audio. On peut même créer des vidéos avec l'intelligence artificielle, ou même peut-être avez-vous essayé les générateurs d'images qui créent des images là, à partir de rien, vraiment. Donc, dans ce qui est textuel, on appelle ça du traitement automatique du langage naturel. C'est ce qui est ChatGPT. Donc, quand on va dans ChatGPT puis qu'on pose une question dans notre langage, qu'on écrit la question comme on la poserait à quelqu'un, on reçoit une réponse qui est comme si quelqu'un nous parlait. On appelle ça un robot conversationnel et c'est basé sur le traitement automatique du langage naturel. Les générateurs d'images, eux, vont créer des images. J'en ai donné un exemple ici, ça s'appelle Stable Diffusion, mais il y en a d'autres qui ont émergé dans les derniers mois. Il y en a de nombreux. Et les générateurs de vidéos, eux, comme je disais, ils créent des vidéos. Ça, moi, je les ai jamais essayés, mais il paraît que ça fonctionne bien. Je pense, est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, oui. Oui, bon commentaire. Jacqueline nous dit que ses étudiants à l'université créent des dissertations. Oui, ça, c'est pas évident. Effectivement, ça fait partie des défis. Euh, OK, donc ici, j'ai fait un petit diagramme parce que là, je viens de vous raconter des choses. C'est peut-être plus facile de comprendre visuellement. C'est moi qui ai créé ce diagramme-là en simplifiant les choses. Quelqu'un qui est spécialiste en intelligence artificielle vous dirait non, 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 c'est pas tout à fait comme ça, mais simplement. Donc, si on pense à un outil qui traite le langage naturel, ça nous prend une grande, grande quantité de données. Ça, c'est le cylindre qui est en cylindre en jaune. Pour que, on ait une grande quantité de données, les compagnies d'intelligence artificielle sont allées chercher du contenu textuel, des articles de revue, des sites web, les questions des usagers, des livres, beaucoup, beaucoup de contenu. Je lisais même qu'il y a un outil qui avait utilisé euh, les courriels, les échanges courriels d'une très grande compagnie pour augmenter sa quantité de données. Ensuite, il y a un entraînement de l'algorithme qui se fait. Ça, c'est les spécialistes qui font ça. Ils vont vérifier que ça fonctionne, ils font du travail dessus pour que ça produise le résultat désiré. Ici, mettons qu'on veut construire un outil qui va nous donner l'information en langage naturel, ben, on rentre des données textuelles, on entraîne l'algorithme avec en tête ce qu'on veut comme résultat. À la fin, complètement à droite, là, c'est nous. On utilise le modèle, on utilise l'outil. Et j'ai mis une flèche parce qu'il faut imaginer que c'est circulaire. C'est qu'en l'utilisant, on ajoute des données et on contribue à l'entraînement de la machine, là. On fait partie là, du développement de l'intelligence artificielle. Donc, comme vous pouvez voir, plus les données qu'on met dans notre gros cylindre, là, nos méga données, plus sont de qualité, plus l'algorithme, plus le programme va donner des prédictions qui sont justes, qui sont performantes. Si les données sont pas de qualité, on va y revenir un petit peu plus tard, là, ça ne donne pas les résultats qu'on veut. Euh, donc, encore une fois, vous pouvez me le dire tout, vous pouvez l'écrire dans le chat. Je vais juste ouvrir le chat. Si on avait à l'entrée, parce que là, je vous ai parlé de euh, si voudrait avoir un outil qui produit du contenu textuel, on a entré, bon, des sites web, des livres, des choses comme ça. Si on entrait des cartes routières et des données de circulation automobile en temps réel, là, où il y a
Où est-ce qu'il y a trop de circulation, moins de circulation, où est-ce qu'il y a de la construction. Donc, si on combinait ces deux choses-là comme données dans notre cylindre jaune, qu'est-ce que ça serait à la sortie qu'on aurait? Qu'est-ce qu'on pourrait obtenir? Vous pouvez vous essayer ou... Nous obtenons un GPS. Voilà. Mhm. Excellent. OK. On est en de bonnes mains ici, là. Euh, donc, oui, on obtient un GPS, un outil qui nous permet d'obtenir des itinéraires pour se rendre d'un point A à un point B. Et comme c'est en temps réel, on peut aussi avoir des données de circulation qui nous permettent d'éviter des bouchons de circulation ou de la construction. Un autre, si on avait un outil dans lequel l'entrée, là, les données qu'on accumule, c'est l'historique de vidéos YouTube, votre historique de vidéos, les vidéos que vous avez aimées, quand vous mettez le petit pouce là, pour dire celui-là, vous l'avez aimé, vos sujets préférés en général, puis les vidéos qui sont actuellement super populaires sur YouTube. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir à la sortie? Nos préférences. Mhm, mhm. Donc oui, des recommandations sur YouTube. Exactement. OK, c'est super. On continue. Pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle est importante? Pourquoi est-ce qu'on en parle en ce moment beaucoup? Ça fait, comme je vous disais tantôt, ça fait un bout de temps que l'intelligence artificielle est présente. Sur Facebook, par exemple, les suggestions qu'on vous fait depuis des années, c'est un algorithme qui est là. Ça, c'est de l'intelligence artificielle qui vous fait des suggestions en fonction de où vous avez cliqué. Mais plus large que ça, l'intelligence artificielle, ça se trouve dans le développement de logiciels, ça se trouve dans les soins de santé, excusez, dans la finance, dans le divertissement, dans le service à la clientèle, comme on l'a mentionné tantôt, les petits robots qui nous donnent des suggestions, et dans le domaine du marketing. Par exemple, dans le fond, l'intelligence artificielle, c'est très recherché en ce moment parce que ça peut nous aider à trouver des solutions à des problèmes complexes, des problèmes qui nécessitent de considérer plusieurs choses. Euh, des exemples de ça, c'est les prévisions. On dit qu'en finance, en fait, c'est un des domaines qui va avoir le plus d'impact en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Ça va changer beaucoup le milieu de l'emploi en finance. Le commerce de détail aussi, comment c'est géré. Rendre la prise de décision plus efficace. euh, un exemple de ça, c'est le soutien au diagnostic médical. Peut-être que vous avez lu ça dans les journaux. Euh, Encore là, ils ont créé une grosse base de données qui contient des symptômes et à quoi les symptômes peuvent correspondre en termes de maladie ou de problèmes de santé. C'est sûr qu'on ne veut pas se fier à l'intelligence artificielle, mais les médecins peuvent avoir recours à l'intelligence artificielle pour obtenir du soutien pour s'assurer qu'ils font le bon diagnostic. Ça peut servir à simplifier des opérations. Dans le domaine du transport, il y a vraiment beaucoup d'éléments à considérer. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de simplifier ou de rendre les choses plus économiques ou plus économiques en temps ou en argent. Ça peut nous aider à résoudre des problèmes comme par exemple en agriculture, gérer l'irrigation avec toutes les données là, de pluie qui tombent, etc. là. Donc, c'est vraiment présent un peu partout. Nous, on ne l'a pas vu venir parce qu'on ne savait pas nécessairement que c'était de l'intelligence artificielle, mais dans nos actes quotidiens, si on allait sur Facebook, sur Netflix, on avait des recommandations. C'était de l'intelligence artificielle, mais il y a d'autres domaines où spécifiquement, il y a des outils qui ont été créés avec des données pour aider à la prise de solutions, de décision, pour aider à trouver des solutions à des problèmes. L'intelligence artificielle, selon la revue Forbes, c'est une industrie qui rapporte énormément d'argent. En 2024, on estime que c'était environ 214 billions de dollars. Donc, c'est pas rien. C'est pas pour rien qu'on en entend parler. Donc, là, on va parler pendant un petit bout de temps des enjeux liés à l'intelligence artificielle. Euh, quand je dis enjeux, ça peut être des défis, ça peut être des risques. C'est assez large.
Dans un premier temps, on va parler d'intégrité de l'information. L'intelligence artificielle pose certains problèmes. Et là, je vais vous donner un petit peu plus de détails, mais ça pose des problèmes parce que ça contient des biais. Ça peut fournir de l'information qui est inexacte et ça peut être utilisé aussi pour créer de la désinformation. Donc, les biais de représentation. Un biais, c'est dans un outil d'IA, c'est que ça produit une réponse qui est fausse ou qui a un problème avec la réponse. Et pourquoi est-ce que ça se pose comme problème? C'est parce que les données d'entraînement n'ont pas traité correctement toutes les personnes, tous les lieux et tous les objets. Je peux le décrire plus simplement en disant c'est comme c'est être biaisé là. Quand on a une opinion sur quelque chose et on est très fixé sur notre opinion, vous avez sûrement rencontré des gens comme ça dans vos vies. Il- C'est qu'on ne regarde pas. La personne qui est biaisée, elle ne regarde pas tout ce qui est à considérer. On regarde seulement une partie et là, on a une opinion biaisée. Donc, c'est la même chose avec l'IA, c'est que dans les données, si elles ne sont pas représentatives au départ, elles ne peuvent pas donner des résultats qui sont représentatifs de tous. Et là, on va regarder des exemples. Donc, quand on interroge un outil d'intelligence artificielle, on peut constater qu'il y a la prédominance de caractéristiques de la classe dominante. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que les données qui ont utilisées, spécialement si on pense à un outil comme ChatGPT, des données textuelles qui ont été utilisées proviennent de gens qui savent écrire, qui publient, qui ont fait des sites web, de gens qui ont des emplois où on a cru bon que ce qu'ils ont écrit, ça pouvait aller dans la base de données. Donc, les gens qui sont pas, les gens qui ont des métiers manuels, qui n'écrivent pas, leurs écrits ne se trouvent pas dans la base de données. Donc, juste pour illustrer là, comment ça peut être centré sur certaines personnes. L'autre chose à considérer aussi, c'est que les générateurs d'images, parce qu'on a utilisé des données qui ne sont pas complets, ça va souvent fournir des résultats qui sont, on va constater qu'il y a des stéréotypes qui sont liés au genre, à l'âge, à l'appartenance à une culture ou à une classe sociale. Là, on va regarder des exemples. J'ai utilisé un outil qui s'appelle Perplexity, qui est comme ChatGPT. Et je lui ai demandé, je lui ai posé cette question-là en gras en haut, là. Suggère-moi des prénoms pour un enseignant ou une enseignante. Et ça fait 2 fois que je l'ai fait il y a presque 2 ans et là, je l'ai refait encore, cet exercice-là. Je me suis dit peut-être qu'ils ont amélioré l'outil, qu'ils ont entré d'autres données ou qu'ils ont calibré les données. Mais là, c'est ce qu'on m'a donné. On m'a donné 5 noms pour un enseignant, 5 noms pour une enseignante. Et là, vous voyez à l'écran les noms qu'on nous donne. Pour un enseignant, c'est Léon, Mathieu, Julien, Gabriel, Sébastien. Pour une enseignante, c'est Aurélie, Camille, Léa, Anaïs et Sophie. Et là, on m'a en plus donné un petit peu plus en me disant à quoi ces noms-là faisaient penser. C'est un peu comique. Ce qui arrive, je ne sais pas si vous pouvez voir dans ces noms-là, c'est des noms qu'on peut dire, oh oui, c'est des noms qui pourraient être utilisés pour nommer, disons qu'on écrit un roman, puis on voulait avoir des idées de noms de personnages. Ça pourrait être très bien des noms qu'on pourrait utiliser. Mais imaginez que la personne qui faisait cette recherche-là est du nord de l'Afrique. Dans ça, il n'y a pas beaucoup de noms qui sont d'origine maghérébienne. Parce que dans les données, ce qu'on a, c'est probablement, en français, c'est probablement plus du contenu qui provenait de la France, peut-être du Québec, mais étant donné que les pays africains sont peut-être un peu moins sur le web, produisent un peu moins d'écrits, il y en a moins. Donc, je ne sais pas si vous voyez comment ça illustre ça peut être biaisé. C'est pas volontaire. C'est certain qu'un outil, je vais utiliser les mots machine, robot, outil parce que c'est pas humain, là. On a affaire à une machine et il n'y a pas de mauvaise volonté, mais dans les résultats, ça donne des biais. Et ensuite, dans les images, il y en a parmi vous peut-être qui ont déjà assisté à une formation que j'ai donnée. Donc, vous allez peut-être reconnaître ces images-là. Euh, j'ai utilisé 2 outils. Il y a presque 2 ans, j'ai utilisé l'outil qui s'appelle Stable Diffusion
pour les deux images de droite. Et cette semaine, j'ai essayé Gemini, qui est l'outil d'intelligence artificielle de Google, pour créer l'image de gauche. Donc, ces trois images-là ont été créées par l'intelligence artificielle. Pour les besoins de mon test, je n'ai pas fait de recherche en français. Stable Diffusion, il y a 2 ans, ne comprenait pas le français de toute façon. Là, je ne sais pas maintenant. Mais j'ai cherché, pourquoi j'ai cherché en anglais, c'est que je voulais voir en termes de genre, qu'est-ce qu'on allait me donner. Si je cherche en français, si je veux une femme, je vais dire, je veux une plombière. Donne-moi l'image d'une plombière et on va me donner l'image d'une plombière. Mais je voulais d'y aller de façon plus générique. Donc, j'ai mis a plumber en anglais parce que la langue anglaise, comme on sait, ne spécifie pas le genre. Euh, donc, c'est ce que j'ai obtenu. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, prendre le temps de regarder les images, si vous voyez un petit peu les stéréotypes qui sont véhiculés. Euh, Donc, à gauche, j'ai eu un homme qui est plombier, qui ressemble à George Clooney. Mon plombier ne ressemble pas à ça, mais en tout cas. Euh, donc, c'est un homme et j'ai réessayé quelques fois, on me donnait toujours des hommes, jusqu'à temps que je spécifie que je voulais une femme. Et ensuite, pour les gardes de sécurité, on ne donnait que des hommes, on ne donnait pas de femmes. Et pour les enseignants, la même chose, on ne donnait que des femmes. Donc, vous voyez les biais. Ça véhicule des stéréotypes. Donc, ce qu'il faut... OK, je vais juste vous donner ces derniers exemples-là avant de discuter un petit peu plus. Euh, Ici, ces trois exemples. Je m'excuse, ma diapo est lourde en texte, mais vous allez avoir accès à ces diapos-là par la suite et je voulais m'assurer que vous ayez les détails. Il y a aussi les sources pour ce qui est écrit là. Donc, trois exemples où les biais dans l'intelligence artificielle ont causé des problèmes. Dans le premier, c'est Amazon qui a créé un outil de recrutement qui utilisait l'intelligence artificielle. L'outil en question n'a jamais été utilisé officiellement, il était en développement, mais quand ils ont fait le développement, ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas. Ce qu'ils ont utilisé, c'est des curriculums vitae qui ont été soumis à Amazon pendant 10 ans et qui provenaient majoritairement d'hommes. Donc, quand ils utilisaient le système pour aller recruter, ils n'ont jamais vraiment recruté, mais quand ils faisaient des tests pour recruter, les candidats masculins étaient toujours favorisés et les femmes, pas toujours, mais ils étaient favorisés et les femmes étaient défavorisées et ils se sont rendus compte que c'est parce qu'ils ont utilisé dans les données des curriculums d'hommes, donc ce qui se trouvait plus typiquement dans un curriculum de femmes était dévalorisé. Heureusement, ça n'a jamais été utilisé. Le deuxième, par contre, ça a été utilisé, je ne sais pas si c'est là encore, c'est un algorithme d'évaluation des risques. Ce que ça veut dire, c'est que c'est utilisé dans le milieu carcéral pour évaluer le risque de récidive de criminels. En 2016, il y a une enquête qui a démontré que le programme, l'algorithme qui fonctionnait dans le cas de cet outil-là qui s'appelle COMPA, était plus susceptible de classer à tort les accusés noirs comme présentant un risque élevé de récidive et classait à tort les accusés blancs comme représentant un risque faible. Et là, on parle ça a été vraiment utilisé. Ça a été mis en place, ça a été utilisé. Et là, il y a des études qui se sont rendues compte que ça ne fonctionnait pas. Donc, vous voyez, l'intelligence artificielle peut simuler l'intelligence humaine, mais il y a des limites, il y a des risques et des gros défis quand ça vient à des résultats comme ça. Et le dernier, euh, c'est un système de reconnaissance faciale qui a été développé par Amazon, encore une fois, et l'American Civil Liberties Union a fait des tests avec cet outil-là et s'est rendu compte que quand on proposait les photos de membres du Congrès américain, donc des élus, euh, il y en avait 28 dont l'outil les détectait comme des criminels, les associait à des criminels. Et dans ce cas, donc l'outil ne fonctionnait pas tellement bien et c'était un nombre disproportionné
qui avait catégorisé les membres du Congrès comme criminels, c'était des gens qui avaient le teint plus foncé. Donc, l'outil de reconnaissance faciale n'était pas euh, bien développé et ne pouvait pas voir bien les traits des gens qui avaient la peau plus foncée. Et là, ça les mettait, ça déterminait qui étaient des criminels. Donc, ça peut, dans notre vie quotidienne, on ne verra pas ça nécessairement, mais ça peut avoir des impacts assez tordus, je dirais. Donc, il faut garder nos oreilles ouvertes et se renseigner. Euh, dans au bas de cette diapo-là, et j'en ai mis à quelques endroits dans mes diapos. Je vais pas ça va être trop long si je vous parle des petites ressources que je vous ai mis, mais quand vous aurez la présentation, vous pourrez naviguer les diapos et cliquer sur les liens que j'ai mis. En bas de celle-ci, il y a un documentaire qui s'appelle Coded Bias et il était disponible sur Netflix jusqu'à récemment. C'est une jeune ingénieure de MIT qui s'est rendu compte en faisant ses recherches que les outils d'intelligence artificielle de reconnaissance faciale ne fonctionnaient pas bien avec les gens qui avaient la peau plus foncée. Mais elle a commencé à chercher puis à pousser ses recherches, puis elle s'est rendue compte que ça causait vraiment des problèmes. Et là, on peut le voir ici là, dans les exemples donnés. Je vous le recommande, c'est vraiment très, très intéressant pour comprendre le, le- tout ce qui vient avec l'intelligence artificielle. C'est pas neutre et les compagnies qui vont utiliser ça, c'est pas nécessairement euh, bien rechercher le résultat que ça va donner. Donc, comme on vient le voir, les biais qui sont présents dans l'IA, donc qui sont dans les données au départ et qui donnent qui donnent comme résultat des résultats biaisés, ça a un impact sur la fiabilité des informations et aussi sur la représentation équitable. Encore là, je vous ai mis ici un texte en référence si vous voulez lire un petit peu plus là-dessus. La deuxième chose dont je veux vous parler en termes d'enjeux, c'est la désinformation. Donc, c'est quoi les problèmes que l'IA peut causer en termes de désinformation? Euh, dans un premier temps, l'intelligence artificielle peut inventer des choses. Donc, on peut poser une question et l'intelligence artificielle, au lieu de dire il manque des données pour répondre de façon correcte à votre question, ils vont inventer, le robot, la machine va inventer quelque chose. Et ça a été, encore et encore, ça a été constaté, ça, que l'IA crée des hallucinations. Euh, une autre chose qui est importante à savoir, c'est que c'est souvent impossible d'obtenir la source exacte d'une information. Donc, si on fait une recherche Google sur, je ne sais pas moi, à quelle température est-ce qu'on devrait chauffer l'huile quand on fait la cuisine? Si on tombe sur un site, je ne sais pas, comme Ricardo qui nous explique les différentes huiles et à quelle température les chauffer, etc., on reconnaît l'auteur, puis on va se fier. On va peut-être choisir dans notre liste de résultats celui qu'on reconnaît qui va nous donner l'information valide parce que l'auteur a une réputation. Dans l'intelligence artificielle, si on pose la même question, on va nous donner une réponse qui est belle, qui est probablement bien. Euh, la syntaxe est bonne, c'est clair, mais on ne nous donnera pas d'où vient la source de l'information. Et dans certains cas, pas toujours, et des fois que c'est pas grave si on n'a pas la source de l'information, mais il y a des fois qu'on cherche quelque chose, puis ce serait bien d'avoir la source, on ne nous la donne pas. Ou parfois, ce que j'ai constaté, je pense que c'est avec perplexité. On va donner des sources, mais quand on regarde la réponse et les sources, ça ne correspond pas toujours. Donc, il y a comme un problème là, d'essayer de remonter à la source d'une information. Euh, euh, L'autre problème qui est un petit peu différent, c'est que l'intelligence artificielle, c'est tellement facile de produire du contenu textuel rapidement, des grandes quantités de contenu, que ça peut être utilisé par des créateurs de contenu qui ont besoin de remplir leur site web parce qu'ils veulent vendre la publicité. Donc, ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour créer beaucoup de contenu, mais ce ne sera pas du contenu vérifié. Donc, d'où la désinformation. Et ça, je vais vous en donner des exemples. Euh,
Et aussi, comme on vient de voir dans les biais, l'intelligence artificielle fournit de l'information qui souvent exclut les voix minoritaires. Et encore là, ça, c'est une forme de désinformation. Donc, il faut garder un esprit critique donc, lorsqu'on utilise les outils d'IA. Ça dépend lesquels. Il y en a qui sont spécialisés pour donner un résultat spécifique, puis on n'a pas besoin d'avoir les sources ou il y a certains outils, vous allez le constater, il n'y a pas de stress. Mais si on fait des recherches plus du genre qu'on ferait sur Google, il faut comme se poser des questions quand on a la réponse du côté de l'intelligence artificielle. Donc ici, oui, je pense que j'ai le temps. Oui, on termine à 3 heures, hein, Guylaine? OK, j'ai le temps. Je vais prendre le temps de vous montrer ça parce que je trouve que ça démontre bien toute la puissance de l'intelligence artificielle. Donc, c'est des exemples de contenu où il y a un problème. Donc, le premier, c'est un article qui a été créé par la presse. Laissez-moi juste voir si je peux vous donner. OK. Donc, ça fait un petit bout de temps, là. Ça fait 2 ans de ça. Ce sont des journalistes de la presse qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour créer un article de toutes pièces, complètement. Les images, l'histoire. C'est l'histoire d'un chien. Il y a eu un incendie. La maison a brûlé. Le chien a réussi à sauver sa famille, la famille qui était propriétaire du chien, mais le chien est mort. Une histoire c'est très sympathique, triste et sympathique. On lit tout le texte comme ça et c'est très, très bien écrit, c'est très crédible, il n'y a pas de problème. Mais après ça, les journalistes nous expliquent qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme outil et comment ils ont procédé pour créer l'article de toute pièce. Donc, la presse a utilisé ça pour démontrer toute la puissance de l'intelligence artificielle pour créer du contenu. Ensuite, j'ai peut-être pas besoin de sortir de ma diapo ici. Le recours à l'IA dégrade la qualité de l'information sur MSN. Ça, c'est un exemple où MSN, pour couper les coins ronds, pour que ça leur coûte moins cher, se sont mis à utiliser l'intelligence artificielle pour créer des articles. Et ça, c'est un exemple de MSN existe pour vendre de la publicité. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils mettent de l'information sur leur site et là, on va lire et il y a de la publicité qui vient nous chercher et c'est comme ça que le site fonctionne. Mais pour que ça leur coûte moins cher, plutôt que d'avoir des gens qui produisent beaucoup des grandes quantités d'informations, ils ont utilisé l'intelligence artificielle, mais ils se sont rendus compte que la qualité de l'information s'est dégradée. Et là, tu sais, c'est pas un site occulte, là, c'est MSN. Donc, c'est pas, ça arrive. Et ensuite, l'autre, c'est un exemple encore une fois différent, c'est le magazine Sports Illustrated qui a utilisé, et je vais vous le montrer parce que c'est intéressant. Ah oui, je ne sais pas si on va le voir. OK, donc le magazine Sports Illustrated des journalistes qui travaillaient au journal ont vu des publications d'un journaliste qu'ils ne connaissaient pas. Ils travaillent probablement tous de la maison, sont pigistes, puis ils ont vu des articles passés par un... On ne voit pas sa photo ici dans l'article. Je l'ai dans un autre article. Se sont aperçus qu'ils ne reconnaissaient pas ces journalistes-là. Ils n'avaient jamais été dans leur mire. C'est qui ça? Ils voyaient la photo, ils voyaient le nom de journaliste et tranquillement, ça a été découvert que le journaliste n'existait pas, que la photo du journaliste, à côté des articles, avait été créée avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est un autre exemple dans ce cas-là, le contenu créé n'était peut-être pas mauvais, là, je ne sais pas, mais il restait que Sports Illustrated a dupé les lecteurs en faisant croire que ça venait effectivement d'un journaliste. La dernière chose dans ce qui est de la désinformation, c'est les hyper-trucages. Vous avez sûrement entendu parler des photos qui sont créées de toutes pièces ou qui sont deux photos qui sont transposées, puis là, on voit un événement qui ne s'est jamais passé. Il y était une époque où, quand il y avait un incident qui se passait, et là, on voyait une photo, on se disait, ah, OK, c'est vrai, parce que la photo en était la preuve. De nos jours, c'est plus le cas à cause de ce que l'intelligence artificielle peut faire avec des pixels et la création d'images. Donc, ce n'est pas le but de la présentation aujourd'hui, mais il y a des façons de,
de vérifier d'où viennent les images. On pourra peut-être y revenir à une autre fois, mais il y a moyen de faire une recherche inversée quand il y a une image où on a des doutes. C'est possible avec l'intelligence artificielle de créer des vidéos, des photos, mais aussi des enregistrements audio. Et ici, il y a l'exemple je suis bloquée maintenant, mais d'un homme âgé qui a reçu un coup de fil de son fils qui avait été arrêté, puis il avait besoin que son père paye une caution pour qu'il puisse sortir de prison. Et le monsieur, parce qu'il reconnaissait la voix de son fils, a fait le transfert et a perdu son argent. C'est que les malfaiteurs avaient trouvé des enregistrements de la voix du fils et avaient recréé, avaient créé un message de toute pièce qui disait qu'il avait été arrêté, mais ça n'avait jamais été le cas. Donc, c'est les problèmes que l'intelligence artificielle peut causer, malheureusement. Euh, Donc, en conclusion pour cette partie-là, c'est que les faiblesses de l'intelligence artificielle qu'on vient de voir, ça exige des usagers de l'intelligence artificielle, des lecteurs en général, d'exercer une vigilance et un esprit critique. Il fallait déjà utiliser notre esprit critique dans notre vie de tous les jours, mais là, c'est un petit peu plus compliqué. Là, on le sent. Guylaine, Euh, il y a quelques petits bons commentaires oui, dans le chat. oui, Jacqueline nous dit là, qu'avec les élections fédérales qui s'en viennent, il va y avoir beaucoup de désinformation. Puis Chantal nous dit aussi que le faible niveau, là, les gens qui viennent nous voir dans les centres de formation, ça va peut-être être un enjeu pour eux. Euh, oui, tout à fait, tout à fait. J'avais déjà mis de côté euh, des activités qui peuvent être faites avec les personnes apprenantes. Ce pas des activités élaborées là, beaucoup, mais c'est des petites choses que j'ai ramassées qu'on pourrait éventuellement peut-être regarder parce que ça représente un défi pour nous, mais on peut s'imaginer pour les personnes qui ont un défi avec la lecture, des gens qui sont stressés, ça peut vraiment représenter une injustice parce que ça pourrait amener des conséquences là, si ils ne sont pas capables de lire l'information et d'évaluer ce qui est vrai, ce qui est faux. Je pense, moi, personnellement, que c'est notre prochain défi. Il ne faut pas juste apprendre aux personnes apprenantes à lire, je pense qu'il faut apprendre aux personnes apprenantes, et c'est difficile là, parce que les personnes apprenantes ont déjà de la difficulté avec la lecture, mais il faut apprendre à décortiquer l'information puis à semer le doute. C'est dommage, mais c'est comme on est rendu là maintenant. Les élections là, aux États-Unis en sont un peu l'illustration, là. Puis on a des élections ici qui s'en viennent. Ça se peut qu'on voit des choses passer qui font pas de sens. Mais il y a des gens qui vont avoir plus de difficultés à juger le vrai et le faux. Donc oui, un grand, grand défi. Je vais juste dire deux mots sur la vie privée. Euh, Quand ça vient à l'intelligence artificielle, c'est comme tout autre outil numérique qu'on utilise. Euh, il y a des enjeux de vie privée, mais quand vous avez par exemple, votre compte Facebook, vous prenez des mesures pour décider ce que vous mettez public, privé, vous vous renseignez sur dans quoi vous vous embarquez quand vous ouvrez un compte, etc. C'est la même chose pour l'intelligence artificielle. C'est un autre outil pour lequel il faut garder les mêmes questions quand ça vient à la vie privée. C'est sûr que c'est difficile de l'éviter si on ne veut pas que l'intelligence artificielle utilise nos données du tout, du tout. Là, c'est difficile parce que si on se trouve sur YouTube, dans les médias sociaux, les plateformes de diffusion comme Netflix, c'est pratiquement impossible de dire non, non, moi je veux pas qu'on m'amène dans une bulle, je veux pas qu'on utilise mes données. C'est sûr que des données peuvent être anonymisées, peuvent être anonymes. Dans ces cas-là, c'est anonyme. Mais il y a d'autres fois que ça peut, si notre nom, notre adresse est avec l'information, ben là, ça devient plus risqué. La même chose, le suivi de géolocalisation quand on utilise les applications comme euh, les cartes là, de Google. Bon, on se demande qu'est-ce qu'on connaît de moi comme personne, où est-ce que je vais, etc. Euh, et euh, je me souviens plus de mon dernier point ici, la reconnaissance faciale. Oui, ben c'est un peu ce à quoi je référais le documentaire de Netflix. On ne se rend pas compte à quel point
on est exposé à des caméras. Bon, on s'en rend peut-être compte, mais beaucoup de gens ont des caméras même à domicile pour voir qui est dehors en arrière de la porte. Mais notre visage se retrouve dans des bases de données quelque part. Ce qui est important à retenir en ce moment, c'est que les outils d'intelligence artificielle que vous allez utiliser, comme ChatGPT, euh, quand vous travaillez avec ces outils-là, l'interaction que vous avez avec l'outil retourne dans la base de données et c'est utilisé pour entraîner, pour améliorer les résultats. Donc, ce que vous mettez dans la petite boîte de texte, c'est réutilisé. Donc, n'entrez jamais, jamais d'informations personnelles dans ces petites boîtes-là. Jamais votre nom, numéro de téléphone, votre adresse, rien de ça. Parce que ça se retrouve là, dans cet ensemble-là de données. Donc, si vous faites ça, vous devriez être correct. Le reste, c'est comme ce qu'on vit maintenant là, avec les outils numériques. Il faut faire attention à notre vie privée de toute façon, que ce soit notre interaction avec notre institution financière ou nos médias sociaux. Faut être vigilant de ce qu'on partage comme information personnelle. Et pour ce qui est du plagiat, donc, Jacqueline, peut-être c'est ce à quoi tu référais tantôt. Le plagiat, c'est, c'est un problème parce que les bases de données textuelles, là, celles qui peuvent produire là, du texte là, en langage naturel, elles sont très bonnes et elles peuvent produire des textes avec de l'information poussée. Euh, et si on est bon à écrire une requête, on peut vraiment obtenir un texte argumentatif, un texte informatif. On peut tout mettre ça dans notre requête et on nous recrache ce qu'on a besoin. Il y a des outils qui ont été créés pour vérifier si on se trouve devant un texte qui vient de l'intelligence artificielle. Par contre, ces outils-là, les recherches qui ont été faites, c'est que ça produit un haut pourcentage de faux négatifs et un haut pourcentage de faux positifs. C'est-à-dire que ça se peut que l'outil en question nous dise oui, c'est du plagiat, ça vient de l'intelligence artificielle, mais finalement, ça ne l'est pas. Ou non, ça ne vient pas de l'intelligence artificielle, mais oui, ça venait de l'intelligence artificielle. Donc, on ne peut pas vraiment se fier à ces outils-là. Je pense qu'il va probablement falloir changer nos pratiques d'évaluation dans l'avenir. Et ça, je veux y revenir quand on aura la deuxième partie là, euh, de cet atelier-là, là, lors du forum pour en discuter, pour voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut évaluer, comment est-ce qu'on peut, parce que c'est important, l'évaluation formative et l'évaluation finale, c'est important pour comprendre où la personne apprenante est rendue. Et ce qui vient aussi derrière ça, c'est que vous allez peut-être être tenté d'utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider dans votre travail. Et une des pratiques qui serait peut-être positive à adopter, mais encore là, pour en discuter, c'est d'être transparent et d'avoir une discussion avec les personnes apprenantes, pour dire, moi, je vais l'utiliser pour telle chose, mais j'irai pas jusqu'à l'utiliser pour telle chose. Et je m'attends de toi que tu l'utilises, tu peux l'utiliser pour telle chose et que tu me le dises que tu l'as utilisé. Parce que d'un côté, il y a la nécessité pour les personnes apprenantes de développer leurs compétences en écriture, mais c'est aussi bon qu'elles aient une connaissance de l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce qu'elles ne pourraient pas avoir l'avantage que nous, on peut en tirer aussi? Donc, c'est un équilibre fragile. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions qu'on peut avoir pour faire avancer euh, le, le- le sujet. C'est pas un sujet évident, c'est pas quelque chose d'évident. On arrive dans quelque chose qui est nouveau, qu'on n'a jamais vu avant, euh, et on n'est pas nécessairement bien préparé. Je pense qu'il y a peut-être des commentaires. Oui, OK. Oui, Jacqueline qui dit quand les étudiants écrivent mieux que moi, je commence à avoir de gros doutes. Oui. Euh, oui, amener l'IA dans l'exercice, c'est un bon exemple, Jacqueline. J'ai une de mes filles son professeur au Cégep a demandé aux étudiants d'utiliser l'intelligence artificielle et a fait un travail critique. Donc, pour qu'ils comprennent jusqu'à quel point l'intelligence artificielle peut être bonne, mais aussi l'équilibre à garder avec l'utilisation de ces outils-là.
Donc, je pense que c'est mon dernier point dans les enjeux. 2h20, OK, ça va bien. Je voulais en parler. C'est sûr que c'est pas lié à l'éducation, à la formation des adultes, mais ça fait partie des enjeux, des problèmes de l'intelligence artificielle. C'est pas un outil qui est neutre quand ça vient à l'environnement. Et on entend beaucoup parler de changement climatique, de faire plus attention, de l'écologie. Et là, on arrive avec cet outil-là, grosse machine d'intelligence artificielle qui vient poser de gros, gros défis. Il y a certains chercheurs qui ont fait des recherches et il y en a un qui a pu identifier que l'intelligence artificielle pourrait consommer autant qu'un petit pays. Donc, tous les serveurs partout qui fonctionnent, si on les met tous ensemble, ça utilise autant d'électricité que la population d'un petit pays. Je pense que c'est peut-être l'Irlande, en tout cas, quelque chose comme ça. Donc, c'est énorme l'électricité que ça peut utiliser. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, il y a une autre recherche qui a été faite qui disait que d'ici 2030, les centres de données, là où il y a tous les serveurs collés les uns sur les autres, là, donc ces centres de données-là, mis ensemble, vont émettre 3 fois plus de gaz à effet de serre que si l'IA n'avait pas existé. Donc l'IA va amener la production, 3 fois plus de production de gaz à effet de serre d'ici 5 ans. C'est pas n'importe qui, là. C'est des gens qui ont fait de la recherche là-dessus. Il y a une augmentation de la consommation d'eau, par exemple, dans la ville de Dal, en Oregon. Il y a des centres de données de Google qui ont construit là. Et parce que les serveurs, les centres de données, ça contient beaucoup, beaucoup de serveurs et ça fait beaucoup de chaleur, ce qui n'est pas bon pour l'équipement, ils utilisent l'eau pour refroidir. Et là, à Dal, Google consomme 25 de l'eau de la ville. C'est de l'eau potable. Donc, puis aussi, les serveurs qui sont là n'ont pas une vie infinie. À un moment donné, il va falloir les remplacer. Donc, il y a la question des déchets électroniques. Donc, c'est c'est un petit peu déprimant, là, ce que je vous dis, là, mais je veux le dire parce que ça fait partie de l'ensemble de la chose. Moi, personnellement, j'essaie de ne pas l'utiliser quand je vois que je peux faire les choses par moi-même parce que j'ai des jeunes, puis je veux faire quelque chose pour l'environnement. Je me dis, je peux éviter ça. Mais on a chacun nos choix à faire. En ce moment, c'est pas réglementé. Et on dit aussi qu'éventuellement, il va peut-être avoir de l'amélioration dans la performance des serveurs, dans la performance des algorithmes, ce qui fait qu'ils vont utiliser moins d'énergie. Mais en ce moment, le portrait, c'est à ça qu'il ressemble. Et là, on va laisser ça de côté pour l'instant. On va aller regarder aux opportunités que l'IA peut nous offrir parce qu'il y a des bonnes choses que l'intelligence artificielle peut nous offrir et vraiment de très bonnes. Euh, donc, l'intelligence artificielle, en général, ça peut soutenir la créativité. Des fois, on est bloqué, on a quelque chose à écrire, puis il y a quelque chose qui nous manque, on peut poser la question à l'intelligence artificielle, puis elle nous propose des choses, et là, ça déclenche. On ne va pas nécessairement utiliser ce que l'intelligence artificielle nous propose, mais ça nous déclenche des idées, et là, on est reparti. Donc, c'est vraiment un bel outil pour soutenir la créativité. Ça peut aider à la réalisation de projets qui nécessitent des répétitions. Peut-être moins dans notre domaine, en éducation, c'est rare qu'on se répète, mais euh, dans le domaine des sciences, il paraît que ça peut être très utile pour faire des actions qui nécessitent la répétition. Ça peut rendre l'information plus accessible de différentes façons, mais c'est très simple d'utiliser un outil comme ChatGPT et de demander de réduire le niveau de lecture pour quelqu'un qui a des difficultés en lecture. C'est vraiment facile à faire et ça peut ouvrir vraiment l'information aux gens. Et ça, je vous dirais, pour contrecarrer là, ce qu'on parlait de désinformation, c'est que si on met le texte un article de journal crédible dans ChatGPT, puis on lui demande disons, d'amener le niveau de lecture à un niveau de 5e année du primaire, ça fait vraiment du beau travail. Et là, on sait que l'information, elle est valide parce qu'on a dit à l'outil, utilise juste ça.
va pas chercher ailleurs, utilise juste ça, puis reproduit l'article au niveau de cinquième année. Donc, c'est vraiment, ça peut vraiment offrir des avantages. Ça peut faciliter la vie quotidienne. Ben, probablement, vous le constatez à mesure qu'on parle, là, vous vous dites, ah oui, je fais telle chose, j'utilise telle chose. C'est toute l'intelligence artificielle, la synthèse vocale. Ça, c'est les outils comme Siri, les choses comme ça, là, on peut donner des commandes. Bon, ça peut être pratique. Les recommandations personnalisées, ça peut vraiment être pratique. Des fois, on aime ça qu'on nous recommande des choses. En traduction, moi, je l'utilise beaucoup parce que j'ai des collègues anglophones, mais je trouve l'information intéressante en français. Maintenant, ça fait peut-être une dizaine d'années que je suis les outils de traduction et au début, je vérifiais toujours, je relisais et je leur disais, mais tel mot, c'est pas ça que ça veut dire, il réfère à telle chose parce que la traduction n'était pas tout à fait bonne, mais maintenant, c'est vraiment incroyable comment ça s'est amélioré. Donc, ça permet de communiquer avec des gens qui ne connaissent pas nécessairement bien notre langue. En éducation, l'intelligence artificielle, ça peut soutenir les tâches administratives et ça, c'est assez merveilleux. Euh, Étant donné que la base de données, ça contient beaucoup de textes qui sont plus administratifs. Donc, l'intelligence artificielle comme ChatGPT est très performante quand ça vient pour créer une demande de financement, et aider à créer, à développer un rapport, à écrire du contenu promotionnel. Des fois, on manque d'idées. On peut demander à l'intelligence artificielle de nous créer un calendrier on donne qu'est-ce qu'on veut avoir dedans. Et là, l'outil va nous créer un calendrier avec du contenu Facebook pour les prochains 3 mois. On n'aura à faire que des petits changements, mais ça va être déjà tout fait. Au niveau de l'enseignement, c'est sûr, quand ça vient pour l'enseignement, comme enseignant, vous travaillez avec des personnes apprenantes qui ont des besoins précis. Donc là, vraiment, le travail, vous pouvez avoir du soutien de l'intelligence artificielle, mais votre travail critique, là, il va être très important pour que ces choses-là se rencontrent, le besoin de l'apprenant et vous, comment vous voulez livrer votre enseignement. Mais ça peut être excellent pour élaborer des plans de formation. Ça peut aider à créer des activités. Ça peut faciliter les choses. Et en termes d'accessibilité et de différenciation aussi, c'est ce que ça peut offrir, c'est assez extraordinaire. Il y a une application, je l'essayais justement hier, elle ne fonctionne pas en français. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé que ça fonctionne en français, mais par exemple, une personne qui a des problèmes de vision peut prendre son téléphone et avec sa caméra pointer et on décrit ce qui se trouve dans le champ de la caméra. Et je l'ai fait avec mes chats qui se trouvaient à des endroits et on me décrivait le chat et ce qu'il y avait en arrière du chat, vraiment tout l'environnement. Et là, ben, la personne qui a des problèmes de vision peut plus facilement avoir accès au monde extérieur, là, au monde visuel extérieur. En termes de différenciation, comme je vous le disais, ça permet de prendre un texte puis de donner, de créer le texte en différentes versions selon les niveaux de lecture. Et ça, c'est assez extraordinaire. Ça fait ça très rapidement. Donc, il y a des bonnes choses quand même qui peuvent ressortir de l'intelligence artificielle. Et là, ici, ce dont je vais vous parler, c'est des outils et des jeux à essayer. Je n'avais pas prévu on a peut-être un petit peu le temps de les regarder plus en détail. Fait qu'on va voir ce qu'on peut faire. Dans un premier temps, j'étais pour vous proposer dans les jours qui viennent de prendre conscience quand vous allez dans votre quotidien des outils que vous utilisez, comment l'intelligence artificielle est présente. Vous utilisez peut-être Google Maps ou Waze pour circuler. Vous utilisez peut-être YouTube, Netflix, Facebook. Prenez conscience de ce qu'on vous propose. Vous allez voir, c'est pas mal partout. Euh, la prédiction de texte dans les téléphones intelligents. Évidemment, moi, j'ai vraiment de la difficulté à à choisir des lettres. Mais là, quand on me propose le mot, je suis tellement heureuse. Donc, c'est une forme d'intelligence artificielle. Les assistants virtuels, peut-être que vous les utilisez. Et la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre téléphone. Donc, portez attention à votre quotidien. Vous allez peut-être vous rendre compte que c'est plus présent que vous l'aviez imaginé. Dans les outils que je propose, il y en a énormément des outils. Il y en a à l'infini maintenant des outils. Là, je vous parlais de ChatGPT. ChatGPT, c'est un outil général. Hein,
On va le voir quand on va, au mois de mai, quand on va se rencontrer. Je vais passer un petit bout de temps à vous montrer comment créer des requêtes qui sont bien structurées pour avoir le résultat que vous voulez obtenir, que ce soit le plus proche de ce que vous voulez avoir. Puis il y a d'autres outils qui sont plus spécialisés. C'est comme si la requête est déjà toute prête. Dans le fond, vous faites juste mettre le sujet et ça vous donne le résultat. Il y en a ici dans ça. Donc, en termes de général, il y a Claude. Je vais y revenir. J'ai une autre diapo pour Claude. En traduction, si jamais vous avez... Oups, on recule. Si vous avez des membres de votre famille qui ne parlent pas français, mais vous voulez partager de l'information sur le web en français, euh, vous pouvez utiliser ces outils-là. DeepL, vous copiez le texte et là, ça vous donne une traduction. Google, je vais vous le montrer. On a le temps. Donc, on peut aussi copier le texte et là, la langue d'origine, disons que ce sera en anglais, puis là, on choisit français de l'autre côté, puis il y a une traduction qui se fait entre les deux. Ce que je voudrais vous montrer, peut-être que c'est quoi le site web encore de la COFA? C'est coalition.ca? Oui, OK. Oui, c'est On va ça. utiliser, on va utiliser le site de la COFA. Donc, je vais copier le lien et je vais vous montrer. Ici en haut, le site web, vous voyez ça? Euh, donc, ça ne marche pas avec tous les sites web et je ne sais pas pourquoi. Il y a des fois que ça refuse de fonctionner. Donc, la langue d'origine, c'est le français. Le site web est en français et je veux l'avoir en anglais. Tout ce que je fais, c'est coller l'adresse. Et là, traduction, normalement, ça marche. Traduction. Oh, ça fait exprès. Je l'ai essayé ce matin pour être sûr que ça fonctionne. Mais ça a fonctionné sur le. C'est parce que les bulles, c'est des images, c'est pas du texte. Fait que c'est Oui, pour ça mais... qu'on- Ah oui, news, OK, je Ouais. ne le voyais pas, là. OK, oui, c'est ça. Bon, les menus ici sont traduits. Et là, si on va dans les sous-menus, c'est tout traduit. Voyez-vous? Tout est traduit. Voilà. Et si on clique, normalement, ça fonctionne. Donc, si je vais dans webinaire, je m'excuse, là, il fait juste apparaître comme ça. Si je vais dans webinaire, euh, encore là, tout est traduit. Et là, on se trouve sur le site de la COFA et c'est tout en anglais. Il y a, quand je l'utilise comme ça, à un moment donné, ça décroche. Comme le Google a de la misère à suivre. Là, à un moment donné, ça retourne dans la langue d'origine. Donc là, je l'ai traduit en anglais. Mais si vous avez de l'information sur un site web qui est en anglais et pour vous, c'est un petit peu difficile, vous pouvez utiliser ça, là, ici, le site web, entrer l'adresse. Et là, ça va vous donner le site web en français. Ça va vous donner une traduction. Mais comme je vous dis, il y a des fois que ça ne fonctionne pas. Ça m'est arrivé, je ne sais pas s'il y a quelque chose dans la programmation du site web qui empêche Google d'aller chercher le texte et de le recracher, je ne suis pas certaine. Mais il y a des fois que ça ne fonctionne pas. Donc, on peut le faire, comme je vous montrais, là, ça peut être simplement du texte. Image, je ne l'ai jamais essayé, mais j'imagine s'il y a du texte sur une image dans une langue, si on veut l'avoir dans une autre langue, je ne l'ai jamais essayé. Et puis, document, c'est que si on a disons, on a un rapport en format Word, on peut le télécharger. Et puis, si c'est en anglais, on demande de l'avoir en français et ça va nous redonner un rapport en français. Donc, ça peut être utile parfois pour différentes choses. Donc, ça, c'est pour les outils de traduction. Les assistants administratifs, je vais juste regarder le chat si vous permettez. Ah, OK. Louise a demandé, lorsque je parle du niveau de lecture, l'IA se réfère à quelle définition de niveau? Très bonne question, Louise. J'ai fait différents essais. Euh, Ce qui semble le plus marcher, c'est de donner les niveaux scolaires. Si on essaie, si on se trouve dans un outil général, là, comme ChatGPT, le niveau scolaire semble ce que ChatGPT va le mieux comprendre. Donc, si pour nous, un niveau 1 dans le cadre du cloud, c'est équivalent à 3 cinquième année, c'est mieux de dire 3 cinquième année parce que si on réfère au cadre du cloud, il va avoir de la difficulté. Je pense que j'avais essayé aussi avec les niveaux de langue canadiens, là,
pour l'anglais et le français. Je pense que aussi ça, c'était plus difficile. Donc, il semble que les niveaux scolaires, c'est ce qui fonctionne le mieux. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que le résultat soit bon pour nos apprenants. Donc, on prend des détours comme ça. Sarah demande, est-ce que DeepL fonctionne pour d'autres langues que le français et l'anglais? Bonne question. Je pense que oui. Évidemment, je m'en sers toujours pour l'anglais et le français, mais je pense que oui. Ici, détecter la langue, oui, il y a vraiment beaucoup, énormément de langues. Oui, on peut faire différentes choses, choisir différentes langues. Ah, OK. Merci, Jacqueline. Jacqueline avait déjà répondu. Merci. Donc, ici, mes assistants administratifs, là, ces deux-là ils font à peu près la même chose. Firefly, je n'ai jamais essayé. Otter, j'ai une collègue qui l'utilise beaucoup, donc on interagit avec ça. Ce que ça fait, ça, c'est plus pour le... Oh non, 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 non. Ça ne marche pas aujourd'hui? Bon, ben, je vous le décris. Euh, je vais aller... Firefly, ça va peut-être... Oui, OK. Euh, je l'ai pas testé en français, OK? Ça, je vous le dis, là, je ne l'ai pas testé en français, il faudrait le voir. Mais quand on se trouve dans une réunion, puis que là, on veut avoir une copie de la réunion, comme en termes de texte, de ce qui est dit, euh, l'outil va tout écrire. C'est de la transcription. Tout est écrit. Puis on peut demander après ça de sortir des points, de sortir les actions à poser, etc. Donc, ça peut être utile pour, point de vue administratif, pour accélérer les choses. Euh, mais encore, c'est administratif, là, c'est pas en enseignement là, que ben, à moins que vous trouviez une application, là, mais pour l'enseignement, mais je n'ai pas pensé à qu'est-ce que ça pourrait servir. Évidemment, il y a Poe, on va y revenir. Claude, Poe, puis Goblin, on va y revenir un petit peu plus loin. AI Pro, IA Pro, c'est un outil de contact Nord qui permet, peut-être qu'on pourrait aller le voir si, oui, on a le temps. Euh, euh, c'est un outil qui euh, permet à une personne apprenante d'aller poser des questions pour essayer de comprendre un sujet. Je l'ai essayé hier. Peut-être qu'on pourrait le démontrer rapidement. J'ai marqué le participe passé avec l'auxiliaire avoir. Et le niveau, j'ai dit introduction. En français, je veux la réponse. Et je veux que ce soit, je vais dire au niveau élémentaire. Je pense que j'ai essayé le premier cycle. Ici, le site a été traduit et je ne sais pas, le niveau lycée, je pense que ça veut dire secondaire, premier cycle. Je ne suis pas certaine, je suis pas certaine là, des niveaux, mais à force de tester, on finit par trouver. Mais je vais juste mettre élémentaire, démarrer. Et là, l'outil interagit avec la personne apprenante. Là, il me dit bonjour, on va explorer le participe passé. Pour commencer, peux-tu me dire ce que tu sais déjà sur le participe passé? Je vais juste dire très peu. Je veux dire, je ne comprends pas. OK, et on va commencer avec les bases. Donc, vous voyez, le texte, c'est quand même, on peut l'entendre. Si je cliquais sur le petit haut-parleur, je pourrais l'entendre, mais le texte est quand même assez élevé. Vous allez voir, à mesure qu'il me donne des explications, ça peut être pour des personnes en formation de base, là, ça peut être un petit peu trop avancé, mais pour d'autres, ça peut peut-être être utile. Euh, Peux-tu me dire ce que tu sais sur les verbes en général, par exemple? Qu'est-ce qu'un verbe? Là, je vais dire, ben, je sais que c'est une action. Là, je réponds de façon assez bête, là, mais pour les besoins de la cause. Là, il me dit oui, j'ai raison. Peux-tu en nommer quelques-uns? Euh, non, je vais dire non, je peux pas. Donc, comme ça, vous voyez, ça continue comme ça. Et hier, j'ai réussi à lui faire expliquer. Euh, OK, non, là, il va vraiment dans un autre angle. Je sais pas qu'est-ce que j'ai répondu hier, mais il m'a vraiment amené à m'expliquer la conjugaison du verbe, des verbes du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Mais l'explication est assez lourde en texte. Veux pas, c'est plus compliqué la conjugaison avec l'auxiliaire avoir. Euh, mais c'est ce que j'ai trouvé, mais vous pourrez l'essayer poser des questions, voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Mais vraiment, l'outil a été développé pour une interaction avec la personne apprenante. Et donne des questions pour amener la personne apprenante, fournir de l'information qui vont faire avancer la conversation vers ce que la personne cherche.
Donc là, je vais quitter cette diapo-ci et je vais vous parler de Claude. Claude, c'est un outil d'intelligence artificielle générative qui permet d'interroger sur des différents sujets, là, vraiment une variété de sujets. C'est comme ChatGPT. Euh, Ce qu'il y a bien avec Claude, c'est que l'information, quand on va regarder un petit peu là, d'où ça vient, puis l'origine de tout ça, c'est quoi leur projet, ils sont très transparents quant au modèle, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Ils n'utilisent pas les données des utilisateurs. Donc, si vous préférez vous trouver dans un environnement où vos questions, questions et interrogations ne seront pas réutilisées, ça peut être une option. Euh, Fonctionne très bien en français. Euh, il y a des balises de sécurité mises en place. Je veux dire, je pense que dans les derniers mois, tous les outils de grands euh, textuels là, majeurs ont mis des balises en place parce qu'il y a eu des problèmes là, où les gens réussissaient à créer des images violentes ou à créer du contenu pornographique, etc. Je pense qu'ils ont tous mis des balises en place, mais dans le cas de Claude, c'est vraiment très clair. Je vous ai mis ici en l'interface est tout en anglais. Mais quand j'ouvrais mon compte, donc c'est nécessaire d'ouvrir un compte. Mais une des raisons, c'est parce on s'assure qu'il n'y ait pas d'utilisation abusive de l'outil. Donc, quand on dit OK, on nous donne cette information-là et on nous dit, s'il y a si vous essayez de construire, de produire du contenu qui ne tombe pas dans nos règlements, là, du contenu plus tordu, on va bloquer votre compte. Et ils nous avertissent qu'on est surveillé. Là, ils ont des outils automatiques qui surveillent et qui vont lever un petit doigt si jamais il y a un usager qui est en train d'essayer de produire du contenu qui ne fait pas de sens, là, qui n'est pas correct. Donc, c'est un outil qui a, d'un point de vue éthique, qui est bien. Euh, mais il faut ouvrir un compte, évidemment, s'ils veulent bannir certains usagers. Ils le disent sur leur site web, ils ont banni un certain nombre d'usagers au fil des mois parce qu'il y avait une utilisation abusive de l'outil. Donc, c'est nécessaire d'avoir un compte pour nous identifier. Mais c'est ça. Donc, vous pourrez l'essayer. C'est comme ChatGPT, là. C'est dans... là, je ne serai pas connectée, je ne pense pas. C'est ça. Je ne suis pas connectée, mais c'est la même chose. Vous avez un écran où vous pouvez poser vos questions, vous pouvez les poser en français et puis la conversation se poursuit en français. Guilhem, L- dans le chat, il y a un commentaire qui est intéressant. Si on n'a pas de compte chat, comme par exemple avec ChatGPT, ou est-ce que c'est moins sécure dans ce sens-là? C'est une bonne question, Jocelyne. Je veux dire, vous, comme utilisateur, je pense qu'il n'y a pas de problème de sécurité. C'est que, à l'inverse, comme Claude, ils veulent se protéger, ils ne veulent pas que ce soit utilisé pour produire du contenu qui abusif. Donc, ils mettent des balises. Mais vous, je ne pense pas qu'il y a de problème de point de vue de sécurité que vous utilisez un outil qui ne vous demande pas de vous connecter. Euh, je dirais, ça voudrait dire pour quelqu'un qui veut mal faire, il va aller plus vers ChatGPT parce qu'il n'y a pas besoin de compte pour créer des choses qui ne font pas de sens. Mais encore là, comme je disais, dans les derniers mois, dernières années, les outils ont mis des choses en place. Je ne les ai pas testés, là, mais ils ont mis des barrières en place que s'ils voient qu'un utilisateur est en train d'essayer de trouver la recette pour créer une substance toxique, il y a des freins qui apparaissent. C'est le cas dans Claude, là, il donne, si quelqu'un veut la recette pour une substance, ils vont dire, OK, c'est un mélange de ça et ça, mais sache que ça peut causer de l'irritation, et ça, etc. Là. Ça peut causer de la nausée. On donne de l'information plus que qu'est-ce que l'usager en demande. Fait que je ne sais pas du côté de ChatGPT, si on voudrait faire une utilisation abusive, qu'est-ce que ça donnerait, mais je pense que dans votre cas, il y a pas de souci à utiliser ces outils-là à votre gré, là. Dans en ce qui concerne Pau, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu la chance de l'essayer. Je n'ai pas eu assez de temps pour l'essayer beaucoup, mais c'est un bel outil parce que ben, il a été créé par des gens de notre milieu. Comme on l'a vu au début, le cylindre là, avec les données,
Ça prend beaucoup, beaucoup de données pour produire du texte qui fait du sens. Donc, ce qu'ils ont fait, l'équipe, ils ont pris une application qui existait déjà avec des données textuelles pour produire du texte, mais ils ont ajouté à ça l'information du cadre du CLAO. Ils ont ajouté les lignes directrices là, en matière de langue, là, pour l'anglais et le français langue seconde. Puis, ils ont ajouté aussi des principes, un document là, sur les principes de la conception universelle de l'apprentissage. Donc, ils ont ajouté de l'information dedans qui fait que quand vous l'utilisez, si vous référez à ces choses-là, l'outil les reconnaît. Et là, vous pouvez avoir des réponses spécifiques en fonction de ça, là. Ça tombe vraiment dans votre milieu. Euh, il y a aussi, oui, il y a aussi ajouté dernièrement, j'ai vu qu'ils ont ajouté l'information pour les compétences pour réussir. Donc, si vous voulez créer du matériel qui est en référence à ça, l'outil est capable d'aller piger là-dedans. Oui, Joanne. Joanne a la main levée. Oui, j'ai pas de caméra aujourd'hui. J'ai des difficultés avec ma caméra. Je veux juste dire que j'ai essayé le pot moi-même. C'est un très, très bel outil. Ça me sauve beaucoup, beaucoup de temps quand que je fais mes plans d'apprentissage. Euh, Dépendant quand on bâtit des nouveaux cours, on veut savoir c'est quoi les compétences recommandées pour un cours comme ça, les objectifs qu'on peut avoir, quelle sorte d'évaluation qu'on peut faire, quelle sorte d'activité qu'on peut faire. C'est incroyable. C'est vraiment adéquat, là. Mhm. Mhm. C'est ça, ça a été paramétré pour l'utiliser dans notre milieu. Donc, vraiment, là, les réponses, elles font vraiment du sens. Il y a pas la nécessité de les fouiller puis de réajuster autant qu'avec d'autres outils. Donc, c'est un bon outil à essayer. Moi, quand je l'ai essayé, je pense que ça ne se prenait pas de compte. Joanne, peut-être que toi, tu as créé un compte pour garder une historique de ce que tu Non, as fait. j'ai pas créé de Non? compte. OK, Je vais juste OK. cliquer sur le lien puis je pose ma question. OK. Donc, c'est ça. Donc, Pause, c'est vraiment un outil à essayer. Si vous voulez l'essayer d'ici, on se voit au forum, on pourra en parler. Ce que Joanne nous dit, ce serait intéressant si d'autres l'utilisent, partagent comment ils l'utilisent, parce que peut-être qu'on va découvrir que les gens ont différentes utilisations, puis on peut euh, vraiment apprendre les uns des autres comment on utilise ces outils-là. Merci, Joanne, de prendre le temps de nous dire ça. Et le dernier outil, je vais accélérer un petit peu. Celui-là, je vous le dis parce que moi, il m'intrigue, je l'essaye et il fonctionne en français. L'interface est juste en anglais. Donc, c'est des petits outils très simples. Donc, les requêtes sont déjà préfaites pour donner un résultat. Donc, on peut demander je pense, faire une liste de choses à faire si c'est vraiment, ça a été conçu pour les personnes neurodivergentes ou les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage, qui trouvent certaines tâches difficiles, sont déjà toutes comme classées. On pose la question, puis on nous donne une réponse. Moi, j'avais pas de bon exemple quand j'ai. Ça nécessite pas de compte parce que c'est vraiment là pour les gens qui ont des difficultés puis qui voudraient pas s'embarquer dans créer un compte parce que c'est difficile de créer un compte puis de se souvenir des mots de passe, tout ça là. C'est juste comme ça. Comme je vous dis, l'interface est en anglais, mais moi, je l'ai essayé en français. Donc, on peut demander une liste de choses à faire. Il y en a un qui est intéressant. J'ai copié un texte d'un courriel ici. Et là, j'ai demandé de juger parce qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à juger du ton d'une interaction. Donc, je l'ai rentré. Là, ça m'a donné une explication de ce que l'outil pouvait dire sur ce qui était écrit. Donc, c'est écrit de telle façon, on dit bonjour, donc c'est cordial, on parle de collaboration, donc ça semble être une personne qui veut travailler avec toi. Donc, il y avait toutes des choses comme ça. Donc, j'ai comme l'impression que ça pourrait peut-être être utile, mais je manquais d'idées. Donc, s'il y en a d'entre vous qui veulent le tester avec des exemples peut-être que vous avez en tête avec votre travail avec les personnes apprenantes, ce serait bien. Euh, c'est un outil différent qui est gratuit. Il est complètement gratuit et il est voulu vraiment on veut le garder gratuit pour que les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage ou qui sont neurodivergentes aient accès à ça. Donc, c'est une belle utilisation de l'intelligence artificielle. On parlait tantôt de ce qui n'allait pas, là, mais il y a des choses qui sont vraiment intéressantes et qui peuvent aider les gens dans tout ça. Où j'en suis? Ah, les jeux. Bon. Je vous ai mis ça ici. Quand vous aurez les diapos, je vous amène pas là tout de suite. Je vous ai mis, si jamais vous voulez explorer où l'intelligence artificielle est utilisée,
c'est fou, tout ce qui existe. Euh, euh, il y en a beaucoup là-dedans dont l'interface est en anglais. Ça n'existe pas en français. Euh, il y en a que l'interface est en anglais quand vous l'ouvrez, mais si vous fouillez, vous allez être capable d'aller chercher le français. Donc, jetez un coup d'œil. QuickDraw, c'en est un. Quand on l'ouvre, c'est en anglais, mais on peut aller chercher le français. QuickDraw, euh, ça nous, ça nous donne un mot, puis il faut le dessiner. Et l'outil essaie de deviner qu'est-ce qu'on dessine, quelque chose comme ça. Donc, c'est mieux en français, là. Il y a Freddie Meters, ça, c'est si on veut voir si on est capable de chanter comme Freddie Mercury. On peut s'enregistrer, puis on nous donne une note. C'est drôle, mais c'est ça. Si vous voulez essayer, voir qu'est-ce que ça peut faire, on peut même aller chercher un nom d'animal domestique où on peut aller, on peut rentrer dans le dernier, on peut rentrer des ingrédients, nous dire donne-moi une recette parce que j'ai ça dans mon frigo. On écrit ce qui traîne dans notre frigo, dans notre armoire, puis l'outil nous donne une idée de recette. Donc, vous pourrez essayer ça. Et je pense que oui, j'arrive à la conclusion. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop surchargé. Je sais que je vous en ai donné beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions à ce point-ci, malgré la vitesse à laquelle je suis allée. Euh, Oui, Jacqueline, moi aussi, je m'inquiète pour ma job. Oui, c'est quelque chose que je n'ai pas abordé. Je fais de la lecture là-dessus. Partout, on dit oui, ça va changer le milieu du travail, mais on ne sait pas trop comment encore. On pense que c'est surtout les gens comme qui font de la comptabilité, les finances, la traduction, évidemment. Les gens vont passer de la production de contenu à de la vérification, vérifier ce que l'IA a produit. Donc, ça va quand même demander un gros effort intellectuel parce que ça va être de la révision de ce qui a été produit. Donc, il va falloir être bon à identifier des erreurs, à voir où ce que les liens n'ont pas été faits, des choses comme ça. Mais oui, on ne sait pas ce qui va arriver dans le domaine de l'emploi. Ça va sûrement bousculer certaines choses. L'avenir va nous le dire. Je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres questions, commentaires. J'espère que ça n'a pas été trop surchargé aujourd'hui. La prochaine étape, on va s'asseoir ensemble. Je pense que je l'ai écrit ici. C'est à peu près là, ce que j'entrevois, là, ça va peut-être changer, mais c'est ça. On va pratiquer à utiliser des outils, essayer différents outils, comparer, jaser ensemble, voir comment ceux qui l'auront essayé entre-temps, là, ce qu'ils ont trouvé, puis comment on peut évaluer les outils selon nos critères. Euh, L'évaluation, plagiat, évidemment, je pense que moi, j'ai pas de réponse, mais il y a des conversations qui peuvent avoir lieu qui vont peut-être nous aider à avancer. Puis aussi, beaucoup, j'en ai pas parlé tant aujourd'hui parce que c'était beaucoup, mais c'est le monde dans lequel on vit maintenant. Les personnes apprenantes, ils vont être entourés de l'intelligence artificielle. Donc, comment est-ce qu'on peut leur transmettre une connaissance de l'intelligence artificielle qui va les soutenir, qui va les aider dans leur apprentissage et dans leur vie quotidienne? OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais juste jeter un coup d'œil. OK, c'est bon. OK, c'est bon. Pas de questions comme telle. Merci. Euh, on va se revoir au forum ou à fin mai. D'ici là, si vous avez le temps d'essayer des choses, allez-y. Moi, je suis toujours disponible. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un courriel. Si vous essayez des choses, vous n'êtes pas sûr, vous pouvez m'envoyer un courriel, ça me fait plaisir. Euh, Si vous essayez des choses puis vous faites des découvertes aussi, donc, communiquez avec moi parce que des fois, ça peut alimenter, moi, comment j'oriente la prochaine étape. J'aimerais ça que ce soit le plus pertinent possible à votre travail. Et je pense Je peux que dire quelque chose? oui, Oui. Attendez un peu, là, je vais allumer ma caméra. Oui. Donc, je disais tantôt que mes étudiants commencent à s'en servir pour faire leurs travaux, mais en français, jusqu'à présent, je trouve que l'intelligence artificielle a encore beaucoup de rattrapage à faire. Il se oui, passe beaucoup de choses en anglais, mais en français. L'exemple, c'est
c'était un cours de produits culturels que je leur donnais et je leur avais demandé de me faire un résumé des 6 premiers épisodes des Filles de Caleb qui étaient sur Netflix à ce moment-là, parce que c'était une bonne occasion pour eux d'apprendre à connaître l'histoire du Québec et d'où on venait essentiellement culturellement et tout ça. Puis c'était des étudiants en éducation anglophone travaillant en français langue seconde. Il y en a un petit fin finot qui m'a remis un texte, puis je le connais, j'avais déjà corrigé plusieurs de ses textes, donc c'était évident que c'est pas lui qui avait écrit ça parce qu'il n'y avait pas une faute d'orthographe, pas une faute de grammaire, rien. Toutefois, vous auriez dû voir les 6 premiers épisodes des Filles de Caleb. Puis ça donne que c'est une, c'est une de mes histoires préférées, donc je connais l'histoire. Mais là, Villa était allé à la guerre et ils ont mêlé un simple soldat, plein de romans québécois là-dedans, l'histoire. l'in- Il y avait des personnages qui n'existaient pas. En tout cas, c'était comme important. Hein, et vraiment, c'était un dégât. Donc, là, tu dis, comment tu évalues ça? Donc, je lui ai donné les points pour l'orthographe et la grammaire parce que peux quand même pas prouver. Mais pour l'exactitude du contenu, comme des raisons, il a pris une débarque. Puis, quand il a reçu son travail, il m'a dit, je veux te rencontrer à la fin du cours. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé cette occasion pour parler aux étudiants de l'intelligence artificielle, de ChatGPT. Donc, je suis arrivée en classe, je leur ai dit, hey, puis je pense qu'ils pensaient que parce que j'ai plus de 60 ans, j'avais aucune idée ce que c'était. Mais là, je leur ai dit, hey, j'ai découvert un nanana, puis je suis allée, puis je me suis créé un compte, puis je leur ai raconté une histoire fictive qui ressemblait à ce que j'avais vécu quand j'ai corrigé ce travail-là. L'étudiant se cachait la tête, rendu à ce point-là, parce qu'il voyait bien qu'il s'était fait prendre. Puis, mais je leur ai dit, j'en ai profité pour leur expliquer que ça allait être leur réalité quand ils allaient enseigner, parce qu'ils se destinaient tous pour l'enseignement. Donc, je pense que ça a été une belle occasion d'apprentissage, tant sur le plan éthique que sur le plan pédagogique. Et puis, mettons qu'à la fin du cours, le jeune qui m'avait sommé à un rendez-vous m'a essentiellement, il s'est faufilé puis il a sacré son camp, comme on dit chez nous, pas mal vite, parce que là, il n'y avait vraiment rien à dire. Donc, ouais, c'est intéressant. On est en train de s'adapter, puis je pense que même les jeunes sont en train de s'adapter, Mhm. puis ils comprennent pas toutes les implications et tout ça. Alors, en tout cas, je voulais partager ça avec vous autres parce que j'avais trouvé ça terriblement drôle et inquiétant en même temps. Puis c'est évident que maintenant, il faut vraiment que je revoie toute la façon que j'évalue les activités. Euh, plus des textes d'opinion, de critique, il faut que les choses soient critiques. Et comme je disais, d'amener l'intelligence artificielle. Il y a une copine à moi qui est spécialiste dans le domaine qui dit, dites-leur de vous soumettre la version de ChatGPT et Mhm. d'en faire la critique. Alors, Mhm. Mhm. ça peut être très intéressant. Mhm. Voilà. Merci Jacqueline pour ton témoignage. Merci Jacqueline, c'est super ton exemple. Puis moi, je voulais juste m'assurer de dire un gros merci à Guylaine. Je sais pas s'il y a d'autres questions, commentaires, mais un gros merci pour tout ce contenu. Je te dis que wow, tu as fait du beau travail. Tu es vraiment une experte là, qui nous appuie vraiment dans le domaine. Puis j'ai ajouté le sondage dans le chat pour ceux qui peuvent le faire tout de suite. Puis avant de nous quitter, par exemple, je vais passer la parole à Chantal parce qu'elle a des petites annonces là, à vous faire avant que vous quittez. Alors, à toi la parole, Chantal. Encore une Merci. fois, merci, Guylaine. Merci. Ça sera pas bien long. Je sais qu'on est toutes très occupés ces temps-ci. C'est juste un petit rappel que vous avez reçu l'invitation. Donc, on va faire des rencontres régionales en virtuel cette année. Donc, on ramène les rencontres régionales. On essaye ça en virtuel cette année avec vous. On a un bel atelier de préparer. Puis, vous allez avoir l'occasion aussi là, de discuter, travailler sur des défis regroupés avec les gens de votre région. Euh, donc, si n'oubliez pas d'aller vous inscrire pour ça. Ça va avoir lieu le 9 mai
Je vais mettre le lien de ça aussi directement dans le chat si vous voulez aller vous inscrire tout de suite. Euh, donc, c'est ça. On espère de vous voir en grand nombre bientôt pour cet événement-là. Puis ça va faire un peu démarrer un peu les choses en vue du forum qui aura lieu à la fin mai par la suite. Puis Oh, c'est ouvert aux formateurs, formatrices et oui, direction coordonnatrice, tout le monde, oui, là. tout le monde. Donc, vous avez aussi la chance, je sais que c'est pas tous les formateurs qui ont la chance de se rendre en personne au forum, mais là, cet événement virtuel-là, justement, c'est un autre avantage de le faire en virtuel. Tout le monde a la chance d'y participer. Ah, je voulais dire aussi, c'est Jacqueline encore, qu'on est en train de penser à mettre un chatbot sur le site web le nouveau site web du Centre Fora. Donc, on va en avoir de l'intelligence artificielle, mais si ça peut vous aider à trouver des ressources, c'est génial. Parfait. Parfait.